Bienvenue sur Expédition Tech, le podcast où l'on part à la rencontre des entrepreneurs tech qui révolutionnent leur marché. Dans chaque épisode, je vous propose de découvrir leurs ambitions, leur parcours, les dessous tech de leurs projets, mais aussi la réalité de leur quotidien sans artifice. Et cette semaine, je suis ravi de vous présenter l'histoire de Zama avec l'un de ses cofondateurs, Rand Indy. C'est parti sans transition, on se retrouve avec Rand. Salut Rand, bienvenue sur Expédition Tech. Salut, ça va? Très bien, et je suis ravi de t'avoir aujourd'hui parce que je te le disais en introduction, moi je t'ai connu sur un autre podcast en 2017, donc ça remonte déjà. Je suis très content de pouvoir échanger de vive voix avec toi. Alors, tu es diplômé en computer science, tu as un doctorat en bioinformatique, tu commences aussi à coder à l'âge de 10 ans. Moi, je me souviens, à 10 ans, j'essayais de me dire qu'est-ce que je faisais à 10 ans. Globalement, j'ai changé les cartes Pokémon avec mes potes dans la cour de récré. Et j'ai même retrouvé un article du Monde qui titrait « Rand, l'homme qui veut faire disparaître les technos ». Alors, je ne sais pas si tu vas réussir à les faire disparaître ou pas. Pour le moment, en tout cas, tu es quand même plutôt bien équipé pour, en tout cas, que ton job ne soit pas repris par des machines aujourd'hui. Ça devient d'où cette passion pour des sujets hyper tech? À 10 ans, commencer à développer, c'est quand même pas le truc le plus commun du monde, quoi. C'est vrai. Ça a commencé en fait quand j'étais un peu plus jeune. J'adorais bidouiller l'électronique et donc j'adorais démonter les télés, voir comment ça marchait à l'intérieur. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un bouquin qui s'appelait Comment ça marche. Oui. Moi, c'était mon bouquin favori quand j'étais gamin. Et donc, au bout d'un moment, mes parents, ils en ont eu un petit peu marre que je démonte toutes les télés et les machines à laver de la maison, parce qu'évidemment, je ne les remontais pas derrière. Et ma mère m'a mis devant un ordinateur et m'a dit, bah, tiens, voilà, essaie de bidouiller ce truc-là. Et j'ai adoré. Et j'ai tellement été convaincu depuis le début que ma carrière sera dans l'informatique, en tant qu'entrepreneur, que je n'ai même jamais fait de stage de ma vie. Je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un, je n'ai jamais fait de stage. Je n'ai fait que monter des boîtes et que dans des trucs super tech. Mais c'est quand même fou de te dire, du coup, tu fais ce doctorat-là, directement après, Snips arrive à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres boîtes qui arrivent avant? Comment ça se passe un petit peu là-dessus? Oui, alors j'ai monté ma première startup à 14 ans. On avait monté un réseau social dans les années 90 qui avait plutôt pas trop mal marché, c'était assez rigolo. Avant-gardiste. Avant-gardiste. C'était pas le premier réseau social. En fait, c'était dans l'air du temps, les réseaux sociaux. C'est juste que personne ne l'avait exécuté à la Facebook à l'époque. Mais néanmoins, c'est de là en fait qu'est venue aussi ma passion pour tout ce qui est vie privée. Parce qu'à l'époque, en fait, quand tu faisais un site internet, très peu de gens savaient le faire. Et on avait mis en place une messagerie sur notre site où les gens pouvaient s'envoyer des messages. Et on avait accès à tous les messages que les gens s'envoyaient. C'est-à-dire qu'on pouvait regarder dans la base de données et voir toutes les conversations que les gens avaient entre eux. Et je me souviens la sensation que j'ai eue quand j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est quand même pas normal que moi et mon pote, qui sommes des geeks et qui avons le pouvoir, entre guillemets, de mettre en place ce produit-là, ayons un accès privilégié à la vie privée des gens. Et ça m'est resté un petit peu comme ça, tu vois, en arrière-plan. Et quand j'ai fait mon doctorat en bioinformatique, dès que tu commences à toucher à des données génétiques et des données médicales, les questions de vie privée sont absolument essentielles. C'est hyper sensible. Ouais. Et donc, c'est devenu un peu le fil rouge, si tu veux, de ma carrière d'entrepreneur. Du coup, en 2013, tu fondes Snips. Tu cofondes même Snips avec quelques associés. Et à l'époque, globalement, 2013, c'est la pépite française. Ça mêle intelligence artificielle, vie privée, avec de la reconnaissance vocale, etc. 6 ans après, 2019, rachat par Sonos, boîte américaine dans tout ce qui est enceinte, matériel audio, etc. Rachat de 33-37 millions d'euros globalement. Ouais, plutôt 50 quand tu prends tout. Ouais. Plutôt du coup un beau rachat là-dessus. Moi je me dis, alors j'ai jamais vécu un rachat d'entreprise. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Tu n'as pas envie de prendre une petite pause et de dire ok, je vais prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé. 6 ans dans une boîte, je pense que c'est aussi beaucoup d'énergie. C'est quoi un peu l'état d'esprit? Est-ce que tu montes, on va en parler, Zama, quasiment le lendemain, quoi. La semaine d'après, tu es déjà sur un autre projet. Toujours cette envie d'aller chercher des nouveaux projets tout le temps, quoi. Enfin, littéralement la semaine d'après d'ailleurs. Ah, c'est vraiment... Vraiment, littéralement la semaine d'après. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'on était en discussion d'acquisition, au début, je m'étais dit, allez, je vais faire le truc un peu comme tous les entrepreneurs qui ont vendu leur boîte. Tu prends quelques mois de vacances, tu te reposes et tout ça. Sauf qu'en fait, le chiffrement homomorphe, qui est le sujet de Zama, c'est quelque chose dont je parle et que je voulais faire déjà depuis plusieurs années. On avait même monté une petite équipe au sein de Snips pour commencer à expérimenter sur le sujet, mais la techno n'était pas assez mûre. Et il s'avère qu'à l'époque où j'ai découvert cette technologie, je suis rentré en contact avec un des inventeurs du chiffrement homomorphe, qui s'appelle Pascal Payet, qui est un chercheur français,
Je suis allé le voir, on a commencé à discuter. Bon, c'était très niche, hein. Je te parle de ça, il y a 6-7 ans. Personne, en fait, s'intéressait au sujet. Et on est restés potes. Et pendant l'acquisition, en fait, de Snips, Pascal m'appelle et me dit « J'ai trouvé un truc. » Ah, d'accord. Alors, quand un des plus grands chercheurs du monde dans un sujet t'appelle et te dit « J'ai trouvé un truc dans un domaine où ça fait 40 ans que les gens essayent de trouver le truc. » Généralement, tu dis « Je vais prendre l'appel. » Ouais. Et il m'explique le truc et je réalise, en fait, l'impact potentiel de sa découverte. Et il me dit « J'ai envie de monter une start-up. Ça t'intéresse de le faire avec moi ?» Putain, je suis cramé. Une acquisition, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Tu es vraiment très fatigué, très stressé pendant le process. Tu vois, pendant plusieurs mois, tu sais pas si tu es millionnaire ou pauvre, quoi, tu vois, à la fin. Et puis tout peut capoter. Tout peut capoter du jour au lendemain, exactement, tu vois. Mais bon, combien de fois dans ta vie, tu as l'opportunité de monter une boîte dans un domaine dont tu rêves depuis des années, avec un impact énorme sur la vie des gens, avec un cofondateur qui est une star du domaine, avec une technologie qui marche pour la première fois en 40 ans. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, franchement, allez go, c'est parti. Donc une semaine après avoir vendu Snips, on a monté Zama. C'est incroyable. Au début, vous êtes tous les deux ? Au début, on est tous les deux, mais bon, Pascal étant Pascal, il a très vite en fait ramené pas mal de gens avec qui il avait l'habitude de travailler. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que Pascal, c'est dans le chiffrement homomorphe un petit peu comme si je te dis Yann Lequin dans le deep learning. C'est vraiment une des grandes figures historiques en fait de cette technologie-là. Et donc, il a eu l'opportunité de travailler avec les 30 ou 40 personnes qui travaillent sur ce sujet historiquement. Et donc, ça a été très rapide, en fait, si tu veux, dans la création d'une équipe autour de Zama. Alors, Zama, du coup, 2019, une semaine après le rachat de Snips, pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans les technos, etc., comment est-ce que tu pitches en deux, trois phrases Zama aujourd'hui ? Zama, c'est une société qui développe des technologies de chiffrement homomorphe. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, tu peux faire des calculs sur des données sans en fait y avoir accès, sans les voir. Tu le fais complètement à l'aveugle. Donc imagine par exemple, moi je suis un utilisateur et je veux accéder à un service sur Internet. Aujourd'hui, je dois envoyer ma data au fournisseur de service pour qu'il fasse sa tambouille et qu'il me renvoie une réponse. Mais donc ça veut dire qu'en fait, le fournisseur de service a accès à la donnée de tous ses utilisateurs et donc devient une cible privilégiée pour la surveillance de masse, pour le piratage de données et ainsi de suite. Avec le chiffrement homomorphe, avec Zama, tu es capable en fait de faire le même service, d'offrir le même service, mais sans voir les données de tes utilisateurs. C'est-à-dire que moi, en tant qu'user, je t'envoie des données cryptées, donc incapable, tu ne peux pas les voir en fait ces données, mais tu peux quand même les manipuler, me renvoyer une réponse qui elle-même du coup est cryptée, quoi. Donc tu ne sais pas ce que je t'envoie, tu ne sais pas ce que tu me réponds, mais moi de mon côté, c'est exactement le même service. Et c'est ça qui est incroyable, tu vois, c'est qu'en fait, je n'ai plus besoin de me soucier de la sécurité de mes données, de ma vie privée, au niveau en fait du fournisseur de service. Parce qu'en fait, il n'a pas accès à ma data. Il me fournit un service, mais complètement à l'aveugle. Parce que du coup, d'un point de vue utilisateur, je comprends le sujet de la vie privée. D'ailleurs, ça me donne une question avant de tomber sur ce sujet-là. Vie privée, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors est-ce que c'est un biais que je peux avoir ? J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Il y a globalement, toi, tu commences à t'y intéresser. Bon, tu avais 15-16 ans. Tu commences aussi à beaucoup plus prendre la parole il y a une dizaine d'années sur ce sujet-là, sur l'importance de la vie privée. Mais tu vois, il y a 10 ans, j'ai l'impression que c'était le truc... on se disait, oui, ok, c'est cool la vie privée, mais c'est pas vraiment le sujet. Là, aujourd'hui, on développe des trucs. Et d'un point de vue utilisateur, tu sais, on avait ce truc de moi, j'ai rien à cacher, la vie privée, c'est pas vraiment un sujet, moi, je veux juste avoir accès à mon service. Comment t'expliques que, tu vois, en 10 ans, on passe d'un truc où un peu niche, il y avait quelques personnes qui s'emparaient du sujet, à aujourd'hui, c'est presque un argument marketing pour beaucoup de boîtes centrées sur les utilisateurs, on respecte votre vie privée, etc. Qu'est-ce qui explique, tu vois, ce changement en 10 ans ? Écoute, le changement, en fait, il est simple. Et d'ailleurs, c'était ma thèse depuis une dizaine d'années. Quand tu manipules de la data, okay, quand tu crées des services, quand tu fais de l'intelligence artificielle, c'est une évidence qu'au bout d'un moment, plus tu as de data, plus il y a un risque, en fait, sur la vie privée des gens. Donc, il y avait un point d'inflexion qui allait se passer à un moment ou à un autre où le volume de data qu'on fournit, en fait, à des sociétés tierces deviendrait tellement énorme que le nombre de scandales de vie privée en fait exploserait et donc il y aurait un petit peu cette prise de conscience commune. Mais pour être clair, en fait, je sais que ça va paraître un petit peu contre-intuitif, mais les gens ont raison de s'en foutre en fait de la vie privée. D'ailleurs, en fait, moi je ne veux pas que les gens en aient quelque chose à foutre de la vie privée. Mais non pas parce que ce n'est pas important, mais parce qu'en fait ça devrait être garanti by design, par défaut. Ça ne devrait pas être un problème en premier lieu. Donc oui, tu as raison.
Personne ne devrait se poser la question de comment je fais pour protéger ma vie privée. Ah, je peux aussi faire ci, pas faire ça. Non, non. Tu devrais tout faire. Tout ce que tu veux. Utiliser Facebook, Instagram. Il ne devrait pas y avoir de conséquences sur ta vie privée. Et c'est exactement ce que permet de faire des technologies comme celles qu'on développe chez Zama. Ça enlève le besoin pour l'utilisateur de proactivement protéger sa vie privée en faisant en sorte que sa donnée, en premier lieu, n'est pas accessible. Du coup, sans le chiffrement homomorphe, on va revenir vraiment sur ce que ça veut dire, parce que pour moi, c'était un terme tout nouveau aussi. C'est compliqué comme terme. Hein. C'est pas évident et c'est pas très marketing. Entre non, nous, je pense qu'on pourrait lui trouver un nom un peu plus sexy. Ça fait des années que j'essaie. Que chiffrement homomorphe. Mais globalement, en gros, ce que tu es en train de me dire, si je grossis le trait, sans le chiffrement homomorphe, en gros, mes données, elles sont jamais vraiment sécurisées sur toutes les applications que je peux utiliser, sur tous les services que j'utilise aujourd'hui sur Internet. Absolument. À partir du moment où tu donnes tes données à quelqu'un d'autre, tu délègues en fait la sécurité de tes données et donc ta vie privée à cette personne-là ou à cette entreprise. Sauf qu'en fait, les entreprises, il faut voir ça en fait d'un point de vue de retour sur investissement pour un pirate ou un gouvernement. Quelqu'un qui veut, par exemple, pirater une entreprise, il va s'attaquer à des entreprises qui ont beaucoup d'utilisateurs. Parce qu'en fait, tu as une cible pour beaucoup d'utilisateurs derrière que tu pourras pirater dans un deuxième temps. Idem pour les gouvernements, si tu veux faire de la surveillance, il vaut mieux en fait récupérer les données d'une entreprise avec 1 milliard d'utilisateurs qu'une entreprise avec 10 utilisateurs. Oui, parce que c'est presque le même job. C'est aussi dur, exactement. Ouais. Donc, en fait, c'est systémique. Plus une entreprise est successful, plus elle devient une cible, et donc plus il y a de chances que des acteurs avec beaucoup de moyens, des États, des grands groupes de hackers et tout ça, se mettent en fait à vouloir pirater cette entreprise. Et je te garantis que quand tu as un État qui se met contre toi, tu perds. Tu peux pas te protéger contre la Russie, la Chine, les États-Unis, Israël, et ainsi de suite. Tu vois, c'est pas possible en fait. Donc tout le but en fait, c'est qu'il n'y ait rien à voler chez les entreprises. En fait, tu décentralises le risque en faisant en sorte que les utilisateurs sont les seuls qui ont accès à leurs propres data. Donc si tu veux surveiller 1 million de personnes, au lieu de pirater une entreprise qui allait donner 1 million de personnes, maintenant tu dois aller pirater 1 million d'individus, ce qui est du coup évidemment impossible. Et donc par exemple, si je vais encore plus loin, tu vois, quand j'ouvre mon application WhatsApp, j'ai un truc, tu sais, une sorte de barre de chargement avec chiffrement sécurisé, etc. Une entreprise comme ça, aujourd'hui, c'est de la donnée qui est vraiment sécurisée, c'est plutôt un argument marketing. Tu vois, toutes ces entreprises qui nous garantissent globalement que la vie privée est respectée, que les données sont stockées, sont sécurisées, etc. C'est jamais vraiment sécurisé. Il y a toujours des failles possibles dans tous ces systèmes-là, globalement. Alors, pas quand tu utilises du chiffrement. Ok. Donc, cryptage, chiffrement, c'est pareil. Hein. Okay. Cryptage est un abus de langage, mais chiffrement, ça veut dire la même chose. Quand on parle de chiffrement de bout en bout, donc c'est le cas des applications de messagerie comme WhatsApp, comme Telegram, comme Signal, l'idée, c'est que quand je t'envoie un message, en fait, je vais t'envoyer un message en utilisant un genre de mot de passe cryptographique que seul toi et moi, en fait, connaissons. Et donc, du coup, Facebook ou WhatsApp ou qu'importe, qui fait le relais entre nous deux, n'a pas accès à cette clé pour déchiffrer le message. Et donc, en fait, ne peut pas avoir le contenu du message. Être capable de lire les messages WhatsApp équivaudrait à casser, en fait, le chiffrement, ce qui veut dire que tu peux pirater les banques, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, le chiffrement de bout en bout, tu demandais tout à l'heure une meilleure façon marketing d'expliquer le chiffrement homomorphe. En fait, le chiffrement homomorphe, c'est du chiffrement de bout en bout où tu peux manipuler la donnée au milieu. Donc, au lieu de juste être capable de la transmettre, tu peux faire des trucs avec, en fait. Tu vois. Okay. Mais le principe est exactement le même. C'est que le fournisseur de service, il ne sert que de relais, entre guillemets, mais il n'a pas accès à la donnée en elle-même. Tu vois, pas plus que Facebook n'a accès à tes données sur WhatsApp. Ok, je comprends. Si on se place d'un point de vue utilisateur, je comprends, tu es aussi plus rassuré sur le fait que les choses se passent comme elles devraient se passer sur du respect de la vie privée. Si je me place d'un point de vue entreprise, je me dis le fait que les données, que j'ai pas forcément un accès direct à la donnée qui est échangée sur ma plateforme, sur mon service, mine de rien, c'est de la donnée que je perds, entre guillemets, que je pourrais potentiellement exploiter à des fins business, pour aller chercher autre chose. Du coup, tu vois, je comprends l'impact du chiffrement sur l'utilisateur final. Pour l'entreprise, c'est aussi une volonté parce que du coup, elle perd un accès à la donnée qu'elle avait avant, non ? Justement, avec le chiffrement traditionnel, oui, parce que tu ne peux rien faire avec la donnée chiffrée. Sauf qu'avec le chiffrement homomorphe, tu peux en fait faire des calculs sur cette donnée chiffrée et donc transformer en fait la donnée, donc c'est-à-dire proposer une réponse à l'utilisateur. La réalité, c'est qu'avec le chiffrement homomorphe, tu peux offrir n'importe quel service sans avoir accès à la donnée. La seule chose que tu ne peux pas faire, c'est récupérer la donnée pour en faire quelque chose d'autre que d'offrir le service. D'accord. La revendre ou quelque chose comme ça. Okay. Mais
Bon, enfin, de toute évidence, les entreprises ne devraient pas être dans le business de revendre de la data. Bien sûr. Elles devraient être dans le business de fournir un service ou un produit. Et le chiffrement homomorphe te permet d'offrir le même service et le même produit sans avoir besoin d'accéder aux données de tes users. Tu vois, donc en fait, ça n'empêche rien. Ça t'enlève en réalité en tant qu'entreprise le poids de devoir sécuriser la donnée de tes clients et de tes users. Tu n'as plus besoin de t'en soucier. Tu peux mettre en fait tes serveurs dans un pays où le gouvernement a un accès physique à la machine. Ils ne pourront pas récupérer les données de tes users. Tu peux avoir un gouvernement qui vient avec un ordre du juge en te disant « donne-moi la data ». Tu ne pourras pas lui donner parce que tu n'as pas la clé pour déchiffrer la data. Le user ne te l'a jamais envoyé. C'est ça qui est incroyable en fait, tu vois. C'est vraiment, c'était complètement aveugle sur ce que tu fais pour tes utilisateurs, mais le service que tu proposes est exactement le même. Ah, c'est effectivement super intéressant. Du côté de Zama, c'est quoi un peu les cas d'usage? Alors, en regardant un petit peu, il y avait des sujets sur la reconnaissance faciale, sur les assistants vocaux. Ouais, par exemple, sur les données médicales. Alors, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, quand tu parles à Siri, Alexa, Google Home et ainsi de suite, quoi, en fait, il y a un microphone dans l'objet qui capte ta voix, qui envoie ta voix à Apple, Google, Amazon, qui ensuite vont l'analyser avec de l'intelligence artificielle et te renvoyer une réponse. Quel temps est-ce qu'il fait aujourd'hui à Paris? C'est analysé, ça fait la tambouille, il fait 14 degrés. C'est pas un souci a priori parce que la météo, on s'en fiche, sauf qu'en fait, le fait d'avoir un microphone chez toi, c'est quand même un problème. Avec le chiffrement homomorphe, tu pourrais chiffrer en fait la voix. Donc au lieu que Amazon entende quelle température il fait à Paris, ils vont entendre tu vois, un truc complètement, enfin comme du bruit, tu sais, du bruit à la télé aléatoire, quoi, de grésillement, quoi. Ils vont analyser ce truc-là avec les mêmes algorithmes d'intelligence artificielle. Du coup, ce que l'algorithme répond à cette question qui est ça va être t'en sais rien, quoi. Tu renvoies ça à l'utilisateur qui, lui, en fait, est capable de, du coup, récupérer le résultat. Donc, de mon point de vue, en tant qu'utilisateur d'Alexa, Siri, Amazon et ainsi de suite, c'est exactement le même service. Quel temps il fait à Paris? Il fait 15 degrés. Sauf que maintenant, en fait, Amazon, Apple, Google ne sait pas ce que j'ai demandé, ne sait pas ce qu'ils m'ont répondu, ne peuvent même pas écouter ce qui sort du microphone. Ce qui quand même rassure pas mal, c'est d'ailleurs le vrai sujet, quoi. Tu te dis, est-ce que on m'écoute? Est-ce qu'on sait ce que je suis en train de dire, etc. Et à ce moment-là, etc. etc. Tu vois la distinction, c'est qu'en fait, on t'écoute, mais on ne sait pas ce que tu dis. Et est-ce que tu as d'autres cas d'usage autres que la reconnaissance vocale? Il y a d'autres cas un peu dans notre vie quotidienne sur lesquels ça pourrait s'appliquer? Prends par exemple la reconnaissance faciale, c'est un gros sujet en ce moment. Tu sais, très souvent, par exemple, quand tu veux t'inscrire sur un site ou pour louer une bagnole, un truc comme ça, ouvrir un compte bancaire aujourd'hui. Ouvrir un compte bancaire, on demande de mettre un selfie et un passeport. Okay, et en fait, on fait une reconnaissance faciale pour s'assurer que c'est bien toi qui es sur le passeport. Et ensuite, d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui conservent les passeports pour que la prochaine fois que tu veuilles t'authentifier, tu montres un selfie et ils sont capables de dire « oui, tu es bien dans ma base de données ». Le problème, ça veut dire quoi? C'est que quelque part, il y a une entreprise qui a du coup une base de données de passeport. Ça, c'est un problème. Parce que quand tu as une base de données de passeport, tu es quand même une cible assez privilégiée. Parce que si moi, j'ai tous les passeports des gens, je peux faire semblant d'être n'importe qui. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que cette entreprise sait aussi qui accède à quel service à quel moment. Parce qu'elle fait l'authentification. Le rapprochement. Rand vient de s'authentifier pour tel service. Donc, il y a un double problème de vie privée. Avec le chiffrement homomorphe, les passeports seraient chiffrés. Okay, donc, ceux qui fournissent le service ne savent pas qui est dans la base de données, n'a pas accès en fait à ces passeports. L'authentification derrière est elle-même aussi chiffrée. Donc, non seulement tu ne sais pas qui est dans la base de données, mais tu ne sais pas non plus qui vient de faire une demande en fait, d'authentification. Donc, tu peux faire de la reconnaissance faciale sans avoir besoin de te soucier de quelqu'un qui accède à tes données biométriques ou qui sache en fait ce que tu es en train de faire. Donc, tu vois, en fait, ça, tu remarques que c'est un peu universel en réalité comme use case. Et j'irais même jusqu'à dire que toutes les boîtes qui offrent un service dans le cloud ou en SaaS, en réalité, pourraient utiliser le chiffrement homomorphe pour offrir le même service, mais sans avoir accès aux données de leurs users et de leurs clients. Oui, parce que là, effectivement, on parle d'une application B2C d'utilisateurs, toi comme moi, mais pour des entreprises qui utilisent des services sur Internet type SaaS, il y a aussi de la donnée qui est parfois ultra confidentielle, etc. Et, effectivement. Et comment t'expliques que, on va en parler juste après, mais globalement, le chiffrement homomorphe, avec notamment ce groupe des cryptographes, années 70, donc tu vois, globalement, ça a quasiment 50 ans. Comment t'expliques que ça a été... Parce que quand tu me l'expliques comme ça, je me dis, effectivement, ça coule de source, ça me paraît logique, simple, etc. Qu'est-ce qui rend la chose complexe? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ça avant? Est-ce que c'est, je sais pas, c'est complexe de chiffrer ces données-là? Est-ce que c'est le temps de traitement qui est long et
par rapport à ce qui se faisait aujourd'hui. Comment t'expliques que ça prend autant de temps? Okay. Alors, les gens l'ont découvert dans les années 70 parce qu'il s'avère que quand ils ont inventé quelques nouveaux algorithmes de chiffrement, ils ont vu que, si tu prends 2 données chiffrées que tu les multiplies, le résultat, c'est comme si tu avais multiplié avant de chiffrer. Tu vois, donc en gros, tu as un truc comme ça. Ils se sont dit, est-ce que ça, on peut le généraliser? Et pendant des années, les gens essaient de trouver une façon de généraliser ce principe-là. Donc mon cofondateur Pascal a été un des pionniers en fait de ce genre de truc-là. C'est en 2009 en fait qu'on a trouvé pour la première fois un système de chiffrement qui permettait de faire n'importe quel type de calcul. Sauf que c'était 1 trillion de fois plus lent que de faire le même calcul sans chiffrement. Oui, donc autant dire que quand tu demandes une adresse de resto et que ça te met 14 jours à te répondre, c'est pas exactement très user-friendly. Effectivement, on n'est pas sur l'usage. Voilà, donc on parle d'un truc il y a une dizaine d'années. Donc pendant ces 10 ans, il y a eu énormément d'improvement. Et globalement, jusqu'à Zama, l'état de l'art, c'était tu as un truc générique, mais qui est encore 1 million de fois plus lent que faire du non chiffré. Ou alors, tu as des use cases très limités, mais du coup, qui vont très vite. Tu avais le choix entre les deux. Tu avais un genre de trade-off entre ce que tu peux faire et à quelle vitesse tu peux le faire. Et ben nous, en fait, on a réussi à résoudre ce problème. Et pour la première fois, on a quelque chose qui va vite et qui permet de faire ce que tu veux. Et donc, le premier cas d'usage, c'est dans tout ce qui est intelligence artificielle, data science. Mais d'ici 5 ans, on pense que notre technologie sera suffisamment au point pour que n'importe quelle application dans le cloud, qu'elle soit une base de données ou un algorithme de recommandation ou la reconnaissance faciale, soit capable en fait de marcher sur des données chiffrées. Puis aller chercher à se plugger, récupérer la brique technologique et potentiellement... C'est juste une couche en fait de chiffrement et de sécurité. Et ça, c'est vraiment important parce que le jour où tu peux t'en servir dans ce que tu veux sans qu'il y ait d'impact sur l'expérience utilisateur, sans que l'utilisateur s'en aperçoive, et ben en fait, tu démocratises ce genre de technologie. Et pour nous, en fait, c'est évident qu'au bout d'un moment, il y aura un nouveau protocole sur Internet, au-delà de HTTPS. Tu sais, on est passé de HTTP à HTTPS pour en gros faire en sorte que personne puisse écouter ce que tu fais sur Internet, en fait, vers un HTTPZ où les services providers ne sauront même pas ce qu'ils sont en train de faire pour toi. Donc, en fait, l'Internet en entier pourrait être chiffré de bout en bout grâce à ce genre de technologie. Et donc, toi, en tant qu'utilisateur, tu n'en as plus rien à faire, en fait, de la vie privée. C'est plus un sujet, quoi. Puisque en fait, c'est devenu la norme, finalement. C'est devenu garanti par Internet en lui-même. Tu vois, ça devient tellement bas niveau dans la fabrique même de la manière dont Internet fonctionne que personne, en fait, ne peut abuser de ce genre de choses. Et c'est vraiment ça, en fait, la vision pour nous. C'est on veut être l'entreprise qui fournit la technologie, qui permet de rendre Internet dans son intégralité chiffré de bout en bout. Aujourd'hui, boîte française, Zama, il y a d'autres acteurs qui font la même chose que vous à l'étranger dont vous avez connaissance ou pour l'instant Alors, on a quelques compétiteurs qui sont des boîtes un peu très old-fashion, dans le sens que c'est des boîtes, je dirais plutôt des boîtes à POC, qui font des POC, proof concept, voilà. Donc, ils font des prototypes pour leurs clients, ils se font payer 50, 100 000 balles, ils font un proto. C'est des boîtes qui existent depuis 4-5 ans, qui ont levé 20, 25 millions de dollars, qui ont 0 client en production. D'accord, ok, je comprends. Parce que leur technologie ne marche pas, parce que la technologie doit être adaptée pour chacun des use cases de leurs clients et donc ne peut pas être productivisée. Parce que de zéro à chaque fois, finalement. Exactement. Et dès que le client a besoin de faire un truc, il doit payer un consultant. C'est fini, ça n'existe plus, les boîtes comme ça. Enfin, aujourd'hui, il faut créer un produit. Et Zama, par rapport à notre technologie, est aussi la première société qui véritablement peut offrir un produit qui permet à n'importe quel développeur data scientist d'intégrer du chiffrement homomorphe sans rien comprendre de comment marche la cryptographie. On parlait là du groupe ce groupe de cryptographes dans les années 70. Ce qui était, j'en ai entendu parler dans une de tes conférences et j'étais surpris de découvrir qu'il y a des personnalités qu'on connaît aujourd'hui. Julien Assange chez Wikileaks, Satoshi Nakamoto, la fondatrice, on ne sait pas vraiment, la créatrice du Bitcoin. Les créateurs. Comment est-ce que tu expliques que ce petit groupe-là s'est formé? Comment est-ce qu'à l'époque, tu vois, Internet, c'était pas non plus... c'était encore une fois assez avant-gardiste, etc. Déjà, ils avaient anticipé ce sujet, qui allait avoir un problème aujourd'hui sur la confidentialité des données, le chiffrement des données, etc. Absolument. Donc, il y avait un groupe... alors, ça a commencé comment? Dans les années 80, il y avait des emails. Les gens s'envoyaient des emails, majoritairement dans les universités et ainsi de suite. Et les chercheurs en chiffrement, les cryptographes, cryptologues, cryptographes, ont commencé un petit peu à discuter entre eux et se poser la question de comment est-ce qu'on va sécuriser toutes ces communications digitales.
Mais c'était pas que les emails et Internet. À l'époque, c'était les coups de fil téléphoniques. Tu vois, on est en train de parler en pleine guerre froide. Donc, il y avait un contexte, en fait, où tu avais besoin de sécurité. Et ils ont formé une mailing list. Donc, juste une mailing list, hein, en gros, où ils s'envoyaient des mails qui s'appelaient les cypherpunks. Pas les cyberpunks, hein, les cypherpunks. En gros, les punks du chiffrement, quoi. Tu vois. Donc, ils aiment bien, les cryptologues, un peu, comme ce genre de truc. Et ils discutaient un peu de tout et n'importe quoi. Et en fait, de cette mailing list est venue toutes les idées modernes, en fait, de protection des données personnelles et ainsi de suite. Donc, par exemple, l'invention du chiffrement de bout en bout pour la messagerie vient de cette mailing list. Donc, c'est les gens qui discutaient de « Ah, ben, on peut utiliser telle technologie pour s'envoyer des messages sans que personne puisse intercepter. » Par exemple, le Bitcoin, Satoshi Nakamoto, était un cypherpunk, enfin, était, au pluriel, hein, certainement, des cypherpunks qui ont publié leur premier paper dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les idées de Bitcoin étaient discutées dans cette mailing list auparavant et que Satoshi Nakamoto les a globalement rassemblées pour créer le Bitcoin. Donc Julian Assange avec Wikileaks, les contributeurs de Tor, toutes les technologies qu'on a aujourd'hui pour protéger notre vie privée sur Internet émanent en fait de ce petit groupe de chercheurs qui s'étaient un jour dit « il faut qu'Internet soit privé, que les gens ne sachent pas ce qu'on est en train de faire dessus ». C'était vraiment le fondement, en fait, de ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est fou quand même d'avoir cette vision-là, encore une fois, moi que je trouve avant-gardiste, parce que c'est déjà avoir un coup d'avance sur une projection de à quoi va ressembler Internet demain, en fait. Mais en fait, oui, mais c'est un coup d'avance évident. En réalité, c'est évident qu'à partir du moment où les communications sont digitalisées et où les données sont exploitées de plus en plus, qu'il y aura des sujets de vie privée. En fait, ils ont juste tiré le fil optimiste, certes, de l'adoption d'Internet, mais l'adoption d'Internet va de pair avec des sujets de vie privée. C'est indissociable, en fait, en réalité. Le souci qu'il y avait, c'était que les gouvernements étaient contre. Dans les années 90, le gouvernement de Bill Clinton avait mis en place un programme qui s'appelait le Clipper Chip, qui obligeait tous les fabricants de matériel de télécommunication à mettre une puce spéciale pour permettre au gouvernement d'écouter toutes les communications. C'est ce qu'on appelait les crypto wars. Et donc les cypherpunks se sont évidemment levés contre ça. C'était les grands professeurs du MIT, tout ça, hein, les gars qui étaient dedans, hein, en disant « Mais attendez, si vous mettez un backdoor, donc une porte dérobée dans les systèmes de communication américains, les Russes, ils vont y avoir accès. Quelqu'un va le trouver. » Et donc ils ont réussi à convaincre le gouvernement de laisser tomber ça. Et c'est grâce à ça qu'on a eu le droit d'utiliser du chiffrement dans les communications. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gouvernements reviennent sous prétexte de Covid, de terrorisme, en disant « il faut qu'on puisse tout écouter et tout surveiller », c'est une aberration. On sait que ça ne marche pas. On sait que ça donne accès aux ennemis, au même titre que ça donnerait accès à nos propres gouvernements. Donc en fait, on répète l'histoire encore une fois, et l'histoire finira toujours par donner tort à ceux qui veulent faire de la surveillance. Si on revient sur Zama, 2019, on est en 2021 aujourd'hui. C'est quoi un peu le... Est-ce que tu arriverais à découper un peu les grosses étapes de développement entre une semaine après, vous avez cette idée-là, vous exécutez ce que va devenir Zama, à aujourd'hui, c'est quoi un petit peu les grosses étapes? Je dirais que 2019, c'était qu'un mois et demi, hein, donc ça a été assez rapide. Donc on va dire 2020. 2020, pour nous, l'objectif était d'implémenter, donc de coder la technologie de Pascal pour voir si effectivement ça marche aussi bien que ça marche sur papier et de l'open sourcer. Donc ça c'est fait. Donc on a mis en open source une librairie qui implémente toute notre technologie de cryptographie. La deuxième étape pour 2021, celle dans laquelle on est maintenant, c'est de productiviser cette technologie pour que n'importe quel data scientist et développeur puisse s'en servir sans avoir besoin de s'y connaître en cryptographie. C'est quelque chose qu'on est en train de tester en bêta pendant l'été et qu'on rendra public d'ici la fin de l'année. Et 2022 est pour nous le moment où nos premiers clients mettront en production notre produit, notre technologie dans leur service, et le premier moment où on devrait commencer à faire du chiffre. Et quand je parle de faire du chiffre, je ne parle pas de faire des POC comme nos clients, enfin comme nos compétiteurs un peu à l'ancienne, quoi. Je parle véritablement d'industrialiser la produit, solution, quoi. Tu le prends, tu t'en sers, tu payes, et tu payes parce que tu t'en sers. Pas parce qu'on t'a fourni tu as du consulting, quoi. Peut-être question naïve, quel a été l'objectif tu vois, en 2020, tu dis on a développé, on a codé la solution, on l'a mis en open source. Tu vois, le réflexe peut-être, ça aurait été de te dire tu gardes un peu tu gardes la techno de ton côté. Il y avait un enjeu de le mettre en open source, je sais pas, de visibilité, de test. C'est absolument nécessaire de mettre en open source ce genre de technologie. Déjà, il n'y a aucun cas où on pourra espérer un jour devenir un nouveau standard Internet si la technologie n'est pas open source. Bon, déjà.
Deuxièmement, il y a un principe fondamental en cybersécurité qui s'appelle le principe de Kirchhoff, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui dit qu'en fait, tu ne peux pas espérer avoir de la sécurité si tu caches le mécanisme de sécurisation. Tu vois, c'est qu'en fait, les gens doivent voir comment ça marche pour essayer de casser l'algorithme de chiffrement. Et c'est à force que les gens essaient de le casser et n'y arrivent pas, que du coup, tu prouves un peu par l'absurde, si tu veux, d'une certaine façon, que c'est incassable parce que personne n'arrive à le casser. Donc, si c'est pas open source, tu peux pas faire ce genre de... Ouais, c'est un peu... En gros, si tout le monde essaye pendant 20 ans qu'ils n'y arrivent pas, t'es tranquille. Tu montres qu'effectivement, tu as vraiment quelque chose d'incassable. C'est ça. Et en l'occurrence, dans le chiffrement homomorphe, les mathématiques sous-jacentes sont les mêmes qu'on utilise aujourd'hui pour se protéger des ordinateurs quantiques. Donc, le chiffrement homomorphe marchera même dans 50 ou 100 ans. Donc ça, voilà, c'est les raisons vraiment principales. Et ça n'empêche en rien de monétiser et de monter un business. Ça, c'est une vision qui est fausse de penser que quelque chose d'open source veut nécessairement dire que tu ne peux pas monter un business. On a plein d'exemples, de contre-exemples de ça. Les bases de données, par exemple, MongoDB, Elasticsearch, qui sont des boîtes open source qui, aujourd'hui, pèsent plusieurs milliards. C'est juste qu'il faut être un peu malin. L'open source n'est pas quelque chose que tu fais à côté en side project. Si tu veux être profitable et être open source, tu dois penser toute ta boîte pour être open source by design. Et donc, chez Zama, depuis le premier jour, notre stratégie, c'est de tout open sourcer. Et donc, du coup, notre business model est autour de l'open source. Notre stratégie d'IP est autour de l'open source. Tout est autour de l'open source. Et alors, tu me dis 2022, c'est globalement ouverture au business. Il faut aller chercher, il faut aller signer des logos, des clients et mettre la solution sur le marché. Du coup, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'équipe et de structuration chez Zama, ça doit être beaucoup de PhD, d'ingénieurs, de développeurs. Donc aujourd'hui, chez Zama, on est quoi? On est 25, 60% de PhD. On a la plus grosse équipe de recherche en chiffrement homomorphe. Pour te donner au monde. Il y a 40 personnes. Oui, c'est vrai que j'allais te dire sur 25 déjà, vous, ok. C'est comme le deep learning en 2010. Hein. Tu vois, c'est un truc académique, un peu planqué. Là, pour le coup, on est extrêmement niche, quoi. Extrêmement niche, ouais, extrêmement niche. Mais la différence, en fait, avec l'intelligence artificielle, c'est que le chiffrement homomorphe répond à un problème immédiat, qui est la sécurité des données. L'intelligence artificielle, ça permet des nouvelles choses. Donc, c'est pas exactement, en fait, le même time to market. Et puis, on sait pas encore exactement les cas d'usage hyper définis. Voilà. Mais le chiffrement homomorphe, c'est tout de suite que les gens en ont besoin. Ils se font pirater déjà maintenant. Donc, on a la plus grosse équipe de recherche dans le chiffrement homomorphe aujourd'hui. Hein. Pour te donner un ordre d'idée, une des 5 plus grosses boîtes tech du monde, je ne dirais pas laquelle, nous a dit « Moi, j'ai 9 personnes et j'arrive pas à en trouver une de plus. » Moi, sur 25, j'en ai 15. Tu vois, ça te donne un peu un ordre d'idée de la puissance de frappe en fait, qu'on a derrière Zama. Et ça, c'est grâce à Pascal, hein, soyons clairs. Hein. Donc oui, si tu veux, c'est une boîte assez particulière. Aujourd'hui, on n'a que des ingénieurs, des développeurs, des chercheurs. Globalement, c'est moi qui fais les premiers deals. On est déjà en train de signer pas mal de partenariats et de premiers clients qui, du coup, attendent que ce soit prêt. Je pense que l'année prochaine, on commencera à recruter un petit peu plus. Mais là, on commence à recruter un peu de marketing, un peu de produits, tu vois. Et c'est un vrai challenge parce que j'en discutais avec plusieurs boîtes tech qu'on a eues sur le podcast. Je pense notamment à Ariana Pharma qui bosse sur l'intelligence artificielle dans les tests de laboratoire, de médicaments, etc. Qui me disait que c'était extrêmement compliqué de recruter des commerciaux ou des gens dans le marketing parce que la techno est tellement complexe, tellement nichée, que en fait, si tu n'es pas toi-même ingénieur et que tu ne comprends pas vraiment la technologie derrière, c'est compliqué à vendre. Je me dis, est-ce que vous allez avoir, parce que toi, tu baignes dans le milieu depuis un certain temps, quelqu'un qui arrive en marketing et qui n'a pas forcément ce bagage technique, et tu commences à avoir un peu des enjeux, des gros challenges là-dessus, ou tu penses que tu peux splitter la partie techno et la partie plutôt marketing/commercial? Alors, oui et non, si tu veux. On avait le même problème avec l'intelligence artificielle avant. Je pense que c'est plus une question de mindset. Si ce que tu essayes de marketer, c'est ta technologie, effectivement, tu ne vas pas t'en sortir. Mais nous, ce qu'on veut, c'est marketer la valeur qu'apporte la technologie, l'usage, ce qui est beaucoup plus facile. Les gens n'ont pas besoin de comprendre comment ça marche pour comprendre pourquoi c'est important. Et donc, si tu te positionnes comme ça, finalement, tu as le chiffrement homomorphe, on s'en fiche de comment ça marche. C'est que ça permet en fait de résoudre des problèmes pour des clients. Et tant que c'est ça que tu mets en avant dans ton sales, en théorie, ça devrait marcher. Après, eux, ils vont faire leur truc, ils vont voir en pratique que ça marche, et ainsi de suite. Mais ça vient en deuxième plan. C'est parce que tu vends. On ne vend pas de la technologie, on vend. Tu vends le résultat, la valeur pour l'utilisateur. Quoi. C'est quoi le...
tu as un peu répondu en fil rouge de notre échange là, mais c'est quoi un peu toi ton ambition personnelle avec Zama et puis peut-être que c'est la même, hein, l'ambition globale avec de Zama au sens large sur les 10-15 prochaines années? En fait, j'ai pas mal réfléchi à ça dernièrement. Et tu sais, chez Snips, j'étais vraiment en leadership. C'est-à-dire que vraiment, je voulais driver en fait le truc. C'était mon projet, mon bébé, tout ce que tu veux, avec mes cofondateurs évidemment. Chez Zama, je me vois plus comme un enabler en fait. Parce que Pascal, mon cofondateur, c'est lui véritablement qui a l'essence de ce qui fait Zama. Ça fait 25 ans qu'il contribue au domaine. Moi, je me vois véritablement, en fait, si tu veux, malgré le fait que je sois CEO, plutôt comme le numéro 2 en fait, de la boîte. Je suis celui qui fait que Pascal et le reste des équipes puissent avancer. Tu vois. Donc, je suis le premier à faire du sales, je m'occupe de tous les aspects, je dirais, non techniques. En fait, je ne fais pas de technique aujourd'hui chez Zama, ce qui est étrange, hein, parce qu'à la base, je suis quand même plutôt technique. Chose que tu faisais chez Snips, du coup. Au début, je faisais chez Snips, ouais. Bon, enfin, pas oui, trop à la fin, mais au début, carrément, tu vois. Et je pense qu'en fait, au fur et à mesure de ma carrière, je vais de plus en plus m'orienter vers aider les entrepreneurs plutôt que d'être celui qui prend toutes les décisions. Il y a beaucoup de sujets, en fait, deep tech qui me passionnent aujourd'hui, au-delà, en fait, du chiffrement homomorphe, du privacy, dans lesquels j'investis. Donc, ce que je ne fais pas moi-même, j'investis dedans. Tu vois, et je n'investis que dans des choses que je voudrais faire moi-même. Donc, c'est vraiment comme ça que j'imagine le truc. Donc, tu vois, j'investis dans la blockchain, pas mal, tu vois. J'investis dans les thérapies psychédéliques pour la dépression. D'accord. Ça, c'est super intéressant. Il y a des boîtes françaises qui s'intéressent. C'est des boîtes qui sont beaucoup américaines aujourd'hui. Très américaines. Bah, c'est normal parce que c'est pas encore légal en France. Effectivement. C'est légal dans certains États aux États-Unis, c'est légal au Canada, c'est légal dans plein d'endroits. C'est un truc un peu révolutionnaire qui est en train de se passer en passant. Je pense d'ailleurs que je dois peut-être être l'investisseur français qui a investi le plus dans ce domaine. Hein. Alors, bon, je sais pas si c'est très légal d'en parler, quoi, mais ça, c'est une vraie révolution. Et je me vois, si tu veux bien, essayer de trouver justement ces différentes grosses technologies révolutionnaires pour le futur et de contribuer en tant qu'investisseur, en tant que advisor, et pas forcément toujours en tant que CEO. Dans l'opérationnel pur. C'est ça. Et ça m'intéresse parce que je sens que tu as vraiment creusé le sujet. Tu m'as parlé de blockchain. C'est quoi un petit peu les autres sujets que tu vois technologiques qui, de ton point de vue, vont soit émerger d'ici 5-10 ans, soit vont devenir incontournables, soit encore aujourd'hui des petits sujets que certains regardent un peu, tu vois, en souriant, en se disant ils sont gentils, mais qui vont en fait arriver et vont devenir une norme dans l'écosystème. Alors, il y a des sujets qui sont extrêmement geek et tech, qui sont peut-être hors propos pour le podcast, mais disons que dans les sujets qui touchent un peu à tout le monde, donc bien évidemment, tu as le chiffrement homomorphe qui résout les problèmes de vie privée. Donc ça, c'est ce que je fais activement au jour le jour chez Zama. Tu as la blockchain qui permet globalement de faire 3 choses, en fait. Et ça, c'est vraiment important. Premièrement, de réinventer la finance. Okay, donc c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la DeFi, les finances décentralisées. Ouais. Ça permet de réinventer l'authentification, les NFT et tout ça. Mais aussi, en fait, et ça, c'est ce qui me passionne le plus dans la blockchain, c'est que ça permet de réinventer la manière dont des groupes de gens se coordonnent entre eux, avec ce qu'on appelle des DAO. Donc, c'est juste en fait une nouvelle façon, si tu veux, d'organiser des aspects de la société. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse à la blockchain. Donc, je pense que c'est quelque chose... Les gens, ils aiment bien dismiss, mais ceux qui dismissent en général, c'est ceux qui ont un peu raté le coche, qui sont énervés que les autres, tu vois, aient gagné de l'argent. Ou alors qui n'ont pas la patience de s'intégrer. Mais la blockchain, pour moi, c'est aussi incontournable que l'Internet, en fait, l'est aujourd'hui. Donc, ça, c'est 2 grands sujets. Donc, les thérapies psychédéliques, c'est de loin la révolution pour la santé mentale la plus importante qu'on ait eue dans l'histoire. C'est une dose de psychédélique accompagnée d'un professionnel, c'est l'équivalent de 6 mois d'antidépresseurs. C'est le seul remède qu'on a pour les gens qui sont résistants aux antidépresseurs. C'est un truc de dingue, en fait, qui est en train de se passer. Tu vois. Donc ça, je pense que ça va être un truc super commun. Ça peut faire rire, hein. Tu vas chez ton médecin, il file du LSD et non, mais pourquoi pas, 15 heures après, t'es bien, quoi. Je caricature, mais en gros, c'est ça qui va se passer. Tu vois. Tout ce qui touche, en fait, aussi au hardware médical. Je pense qu'en fait, le Covid nous a montré à quel point l'infrastructure médicale était vraiment pas au point. On a beau dire on est au top, l'Europe s'est chambée et tout ça, bah, en attendant, dès qu'il y a eu une pandémie, le truc s'est écroulé. Un peu galère. Tu vois. Et donc je pense qu'en fait aujourd'hui, tu vas avoir des investissements massifs sur la création d'infrastructures médicales flexibles et moins chères. Donc plutôt que de payer 1 million pour un IRM qui est à un endroit fixe, eh ben certainement qu'on va avoir des IRM qui coûteront 100 000 €
et qui seront transportables. Et donc, tu en achètes 10 pour le prix d'un que tu peux faire bouger à gauche à droite en fonction du besoin. D'ailleurs, j'investis dans une boîte qui fait ça. Boîte française ? Boîte française. Donc, tu vois, je m'intéresse en fait à ces sujets-là. J'essaye en fait de tirer le fil des conséquences de ce qui se passe. Tout ce qui est en fait nouvelles thérapies antivirales, donc les vaccins ARN. C'est une évidence en fait que bientôt, au début de chaque hiver, tu vas te faire un vaccin avec un cocktail de 20 trucs qui va te protéger de l'hiver. Ça veut dire quoi quand tu tombes plus malade ? C'est 20 ans d'espérance de vie en plus. Tu vois ? Et donc maintenant, il faut réfléchir, qu'est-ce que ça change dans la société que les gens vivent jusqu'à 100, 120 ans ? Tu vois, tous ces trucs-là, en fait, deviennent fondamentaux. Écoute, c'est passionnant. Je vois le temps passe, j'aurais encore plein de questions à te poser. J'ai démarré notre échange en citant un article du Monde sur ta volonté de vouloir faire disparaître les technologies. J'ai plutôt l'impression que tu t'en sers comme d'un soutien pour faire avancer le monde de manière générale. Alors ça fait très bisounours de dire ça, mais c'est ce que je comprends quand je vois ta thèse d'investissement et puis ce que tu es en train de réaliser auprès de Zama. Tu penses que la techno un jour va disparaître ou alors tu imagines comment le monde de demain futuriste, un peu comme dans certains romans de SF ou pas ? Totalement. Et c'est vraiment ce que j'essaye en fait de faire dans ma vie, de faire disparaître la technologie, dans le sens que on ne devrait plus se soucier de distinguer la technologie et la biologie. En fait, les deux sont nécessaires l'une pour l'autre. La technologie nous permet d'aller au-delà de nos limitations biologiques. La première fois qu'un humain a pris un bâton pour cueillir un fruit, il a étendu la longueur de son bras. C'est de la technologie qui lui a permis d'aller au-delà de la limitation de la longueur de son bras. C'est juste qu'aujourd'hui, on a des technologies qui permettent d'aller plus loin avec notre cerveau, avec nos communications, avec tout le reste. Mais c'est juste la continuité de ce qui fait de nous véritablement des humains. C'est cette capacité de ne pas se limiter à nos aptitudes naturelles. Et donc, quand je parle de faire disparaître la technologie, je parle en fait du moment où on acceptera que finalement, la technologie fait partie intégrante. Il n'y a plus vraiment de distinction. Exactement. Merci beaucoup, Rand. Franchement, c'était passionnant. J'ai appris plein de trucs. Et je te souhaite une belle expédition avec Zama et puis toute l'équipe. Merci de m'avoir invité. À la prochaine. À très vite. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié notre conversation avec Rand, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes et de le partager à vos collègues ou à vos amis. Ça nous aide beaucoup à faire connaître le podcast et ça nous donne l'envie de créer encore plus d'épisodes. Quant à moi, je vous retrouve dans un mois pour un prochain épisode. Ciao.